Depuis l'espace, on ne voit pas les frontières. Cette phrase accrocheuse est vraie, mais il y a des exceptions. La frontière de 3323 km entre l'Inde et le Pakistan est bien visible, tout comme celle entre les deux Corées. Ici, de ce côté, c'est le côté obscur, on peut dire. Que ce soit des dictatures ou des démocraties, les États-nations sont la norme. Cela signifie un mélange de nations, c'est-à-dire des personnes ayant des attributs et caractéristiques communs, et d'États. Un système politique avec souveraineté sur un espace défini, limité par des frontières convenues avec d'autres États-nations. Essayer d'imaginer un monde sans est très difficile. Désolé John Lennon. Le sens de qui nous sommes, notre culture, nos droits et nos obligations sont étroitement liés à l'État-nation où l'on réside ou à celui de notre naissance. Mais ce modèle d'organisation humaine n'était ni inévitable ni éternel. Pour les gens vivant il y a 1500 ans dans le sud de l'Europe, il était sûrement évident que l'Empire romain allait durer pour toujours. Après tout, il existait depuis 1000 ans. Et pourtant, en 476, il avait disparu après une période de déclin économique et militaire, bien que son héritage a perduré, notamment avec l'Empire byzantin. On retrouve la même incrédulité pour ceux qui ont vécu l'effondrement du règne des pharaons de l'Ancien Régime. D'ailleurs, l'Empire romain est aussi éloigné de la construction des pyramides de Giza que nous sommes éloignés de l'Empire romain. On a tendance à compresser le passé, mais les périodes entre les grands moments historiques sont énormes. Bref, fun fact, mais revenons au sujet du jour. Aujourd'hui, on trouve les collapsologues par exemple qui nous mettent en garde que notre mode de vie, l'économie, la société pourraient s'effondrer si nous n'avons pas un meilleur rapport avec l'environnement. Mais l'idée que la France ne pourrait être qu'un passage dans les livres d'histoire semble étrange. Au mieux, une idée intéressante pour la science-fiction. Pourtant, les États-nations n'ont pas 1000 ans d'existence pour justifier leur robustesse. Il y a des milliers d'années, les pouvoirs politiques et économiques se trouvaient à l'intérieur des villes. Athènes et Sparte en Grèce, Babylone en Mésopotamie, la ville de Tyr dans l'ancien Liban et Rome avant la République. Puis, jusqu'au milieu du 19e siècle, la majeure partie du monde était un étalement de royaumes, d'empires, de terres inconnues, non réclamées, de cités-États et de principautés. Comme l'industrialisation a rendu les sociétés plus complexes, de grandes bureaucraties centralisées se sont développées pour les gérer. Les gouvernements les mieux à même d'unifier leurs régions et de coordonner les activités, en particulier la guerre, sont devenus plus puissants vis-à-vis de leurs voisins. Les révolutions, notamment aux États-Unis en 1776 et en France en 1789, ont contribué à créer l'idée d'un intérêt national, tout en améliorant l'unification de la langue, la culture et l'identité. Le colonialisme a répandu le modèle des nations dans le monde entier pour en faire le standard, renforcé par la suite lors de la décolonisation et l'indépendance de nombreux pays. Mais certaines tendances conspirent à diminuer le pouvoir des États-nations jusqu'à peut-être un point où ils ne seront plus pertinents. L'une des forces majeures est l'apparition du monde numérique. Avec 4 milliards d'utilisateurs, Internet est une nouvelle ère sans frontières, décentralisée et sans identité nationale. Les États-nations essaient tant bien que mal de réguler ce qui circule sur le net au sein de leur territoire. Des millions de personnes utilisent déjà les cryptocurrencies et le blockchain, explicitement conçu pour lutter contre le contrôle de la masse monétaire des banques centrales et des gouvernements. Et de nouvelles communautés se forment en permanence, sans relation avec l'identité et les frontières nationales. Il est tout à fait possible pour un Français d'avoir plus de points communs avec un Chilien qui partage les mêmes communautés en ligne qu'avec son voisin de palier lyonnais. Ajoutez à ça, la mondialisation a affaibli le pouvoir des États-nations, les entreprises et les organisations sont internationales, et des défis tels que le changement climatique, l'immigration, les pandémies, les technologies disruptives et la criminalité internationale dépassent les capacités des États-nations. Mais où pourrait migrer le pouvoir perdu par les États-nations ? Je ne vois que deux directions. Vers le supranational, c'est-à-dire des institutions internationales de type Union européenne ou Nations Unies, ou bien dans la direction opposée, vers le local. J'ai déjà partagé la vision citoyenne du monde dans cette vidéo avec l'idée de gouvernance mondiale. Explorons donc ce que pourrait signifier un retour à des cités-États. Michael Shermer écrit dans son livre The Moral Arc, au lieu de rois et de reines obsédés par le pouvoir, de dictateurs et démagogues vaniteux, de fureurs et leaders suprêmes mégalomanes, de présidents et premiers ministres égocentriques, la personne politique la plus puissante sera peut-être le maire. Les villes sont les organisations humaines avec la plus grande longévité, mais aussi le taux de changement le plus rapide. L'économiste de Harvard Edward Glaeser appelle la ville notre plus grande invention. Elles sont des centres de commerce, d'innovation, d'éducation, de créativité, d'émancipation des femmes,
de technologie et de finances. Aujourd'hui, Singapour, Monaco et le Vatican sont des cités-États modernes et indépendantes. Alors que des villes telles que Hong Kong, Macao et Dubaï sont des villes autonomes, fonctionnant indépendamment avec leur propre gouvernement, mais faisant toujours partie de nations plus grandes. La part de la population mondiale vivant dans les villes n'a jamais été aussi grande, plus de 4 milliards de personnes. D'ici 2050, on estime que les 2 tiers de la population mondiale vivra dans les villes. À mesure que l'urbanisation se développe, elle met plus de pression sur le gouvernement central, ce qui peut parfois créer des tensions politiques. Sur la question du changement climatique par exemple, après que Donald Trump ait annoncé son intention de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat en 2016, plus de 400 villes à travers le pays ont promis d'adopter, d'honorer et de maintenir l'engagement envers les objectifs de l'accord. En 2016, quelques semaines après le vote de la Grande-Bretagne en faveur de la sortie de l'Union européenne, plus de 180 000 Londoniens ont signé une pétition demandant au maire, Sadiq Khan, de déclarer la ville indépendante, sachant que 60% ont voté pour rester dans l'Union européenne. Avec une population de 9 millions d'habitants, Londres n'est pas seulement la plus grande ville du Royaume-Uni, mais aussi de l'Union européenne. En tout cas, avant le Brexit. En Hongrie, la capitale Budapest a élu un maire écologiste qui critique férocement le Premier ministre Viktor Orban d'entraîner la Hongrie lentement vers un régime autoritaire. Certaines villes combattent désormais directement le populisme. En décembre 2019, les maires de Prague, Bratislava, Varsovie et Budapest ont signé un pacte de villes libres défiant leurs gouvernements centraux et les accusant de répandre le genre de nationalisme xénophobe qui a plongé l'Europe à 2 reprises dans la guerre au XXe siècle. D'une manière générale, les grandes villes partagent des points communs entre elles, sans lien avec la sensibilité politique de leur État-nation. Il semblerait que plus une ville est grande, plus elle adopte une politique libérale et progressiste, même si leurs gouvernements sont plutôt conservateurs. Par exemple, 16 des 20 plus grandes villes aux États-Unis sont dirigées par un maire démocrate. En France, 8 sur 10 sont dirigées par un parti se revendiquant de gauche. C'est une observation qui semble être assez globale en Europe, même si j'ai eu du mal à trouver beaucoup de statistiques dans d'autres régions du monde. La séparation gauche-droite n'est pas aussi évidente en Asie qu'en Occident. Et d'une manière générale, le parti démocrate n'est pas la même chose que la gauche en France ou en Allemagne. Mais en mettant la politique de côté, c'est surtout au niveau des valeurs que se trouvent les points communs. De nombreux politologues pensent que ce ne sont pas les électeurs qui ont rendu les villes plus libérales, mais l'inverse. Vivre dans des zones à forte densité encourage un ensemble d'attitudes plus libérales, car la population est confrontée à un plus grand cosmopolitisme. Ces exemples de conflits politiques pourraient pousser les gens à se dissocier des politiques nationales et à s'identifier davantage à leur municipalité. Et les villes semblent bien comprendre que leur pouvoir a de l'importance. Le réseau Eurocities est l'un des réseaux de villes européennes les plus influents, comptant 140 villes. C'est un exemple probant de la manière dont la diplomatie entre villes cherche à influencer et à prendre de l'importance dans un monde dominé par des relations entre États-nations. Les villes détiennent également beaucoup de pouvoir économique, avec 80% du PIB mondial en 2015. Dans son livre The End of Politics and the Birth of High Democracy, le parlementaire britannique Douglas Carswell affirme que la numérisation des services gouvernementaux permettra et encouragera une plus grande auto-organisation des communautés locales, faisant du modèle de la cité-État une alternative viable. Le politologue Benjamin Barber suggère dans son livre If Mayors Rule the World que si nous avons besoin d'un parlement, d'un sénat ou d'un congrès, il devrait être composé de maires. Je cite, « Une planète gouvernée par les villes représente un nouveau paradigme de gouvernance mondiale, du glocalisme démocratique, de l'horizontalité plutôt que de la hiérarchie, de l'interdépendance pragmatique plutôt que des idéologies nationalistes dépassées. Les nations et leurs dirigeants se soucient des problèmes nationaux, alors que la plupart d'entre nous se soucient des problèmes de voisinage, comme l'urbanisme, le recyclage, la pollution sonore et atmosphérique, et les merdes de chiens sur les trottoirs. Les maires, et non les présidents, sont les mieux équipés pour gérer les problèmes immédiats et locaux. Alors que les villes sont devenues densément peuplées et diversifiées, une nouvelle tendance commence à se développer parmi les citadins. Produire et consommer des choses localement. L'hyperlocalisation trouve son origine dans une approche à la fois éthique et écologique, avec comme exemple la culture du bricolage, do it yourself, l'artisanat, l'impression 3D ou le jardinage. D'une part, il s'agit de faire les choses soi-même, d'autre part, il promeut l'idée de partage, de participation et de construction de la communauté et le désir de moins dépendre du gouvernement ou des multinationales.
L'interconnexion croissante, les nouvelles méthodes d'agriculture cellulaire et hors sol, l'économie circulaire, le recyclage, l'intelligence artificielle, les smart grids, les énergies renouvelables sont toutes des technologies qui rendent possible des villes plus intelligentes. Si ces nouvelles technologies sont suffisamment adoptées et que leur développement se poursuit, il se pourrait que les villes du futur soient de plus en plus autosuffisantes en ce qui concerne par exemple leur production alimentaire, hydrique et énergétique. De nombreux pays pourraient évoluer vers une fédération dans laquelle les grands centres urbains agissent comme des États indépendants. Mais certains pouvoirs seraient délégués à un gouvernement national, notamment pour la défense. C'est le cas d'ailleurs de Monaco, qui dépend de la France pour sa protection militaire, à moins que chaque ville ne dispose de sa propre armée et système de défense. Après tout, Singapour ne possède que 5,7 millions d'habitants, mais ça ne l'empêche pas d'avoir sans doute l'armée la plus avancée technologiquement en Asie du Sud-Est. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, sur le plan géopolitique, avoir une armée massive ne vous donne pas autant de pouvoir qu'auparavant. Une étude réalisée en 2001 par le professeur en relations internationales Ivan Aregin-Toft a révélé que dans les conflits militaires asymétriques, entre 1800 et 1849, le plus petit pays n'a réalisé ses objectifs que 12% du temps. Mais entre 1950 et 1998, le côté le plus faible a triomphé 55% du temps. En termes de monnaie, chaque cité-État pourrait posséder sa propre monnaie locale afin de favoriser le commerce interne, en plus d'une monnaie nationale ou internationale, pour faciliter les échanges externes. Ou alors tout se fera avec des cryptocurrencies. En tout cas, il en va de même pour le permis de résidence. Il ne me semble pas très pratique pour la libre circulation des personnes si chaque cité-État demande un visa et un passeport avec des frontières contrôlées, surtout si elles partagent le même territoire national comme Paris et Lyon. En revanche, une île pourrait être un peu plus stricte, comme c'est le cas avec Singapour. En ayant une indépendance plus significative qu'auparavant, les cités-États pourraient décider de se concentrer sur le fait de devenir le centre d'une industrie culturelle ou technique spécifique, comme Shenzhen pour la tech et Los Angeles pour le divertissement. Certaines villes présenteraient diverses doctrines politiques, et certaines d'entre elles pourraient être gouvernées par des dirigeants très idéalistes, visionnaires ou carrément à l'esprit utopique, conduisant à des structures et à une législation gouvernementale expérimentale. Par exemple, des villes ultra-libertariennes où rien n'est illégal tant que ça ne met personne en danger. Voilà. Et comme aujourd'hui, les villes les plus défavorisées pourraient devenir des réservoirs à politiciens corrompus aux mains des mafias, voire des dictatures. Des entreprises pourraient même être à la tête de villes soit conçues de toutes pièces, soit rénovées avec des nouvelles technologies. De nombreux maires du monde entier travaillent déjà avec des entreprises telles que IBM, Cisco, Siemens, Google et Apple pour résoudre des problèmes tels que la criminalité, la pollution, le ramassage des ordures, la circulation, la consommation d'électricité et chaleur, le logement, l'utilisation des lieux publics, le stationnement, les transports en commun, qui sont finalement des problèmes partagés par toutes les villes du monde. Il y a même des projets de villes prototypes conçus par des entreprises comme Toyota avec Woven City, et l'idée de Smart City occupe le devant de la scène depuis quelques années. Toutefois, l'utilisation des données et le respect de la vie privée sont des épines dans le pied des promoteurs de Smart City, et ces points devront être adressés. Si les cités-États redeviennent à la mode, on peut se demander ce qu'il se passera dans les zones moins densément peuplées. Il risque d'y avoir une fracture entre ville et campagne encore plus grande qu'aujourd'hui. Les villages et communes avoisinant les grands centres urbains pourraient être inclus dans une seule cité-État, similaire à la communauté de communes en France. Mais certaines régions sont très isolées. Dans ce cas, la connexion entre villes et campagnes environnantes serait considérablement affaiblie et on pourrait voir des régions-États plutôt que des cités-États. Même si le mouvement des cités-États prend de l'ampleur, il est peu probable que les États-nations s'effondrent. Et les villes les plus peuplées auraient le plus à gagner de l'indépendance, pas forcément les zones moins denses. Ainsi, certaines des 50 plus grandes villes du monde pourraient devenir indépendantes, mais pas forcément toutes. Et je doute que les États-nations acceptent sans broncher de laisser leurs plus grandes villes devenir indépendantes. L'un des aspects les plus problématiques des cités-États serait la difficulté de créer et de mettre en œuvre des traités internationaux. Si le nombre d'États indépendants augmentait massivement, la capacité collective de proposer des normes ou des accords universellement acceptés pourrait être considérablement entravée, à moins qu'elle ne soit membre d'une organisation internationale comme le C40 Cities Climate Leadership Group, qui est une organisation de villes visant à lutter contre le changement climatique. Aussi improbable soit-il que certaines grandes villes déclarent leur indépendance, les moteurs qui pourraient conduire à de tels scénarios sont là, et ils se renforcent. Si on déplace le curseur un peu plus loin dans le futur, viendront s'ajouter les premières villes sur la Lune et Mars,
ou encore les villes flottantes en projet depuis plusieurs années. Notamment le projet Seasteading Institute, fondé en 2008, et soutenu par Peter Thiel, le milliardaire libertarien cofondateur de PayPal. Ces prototypes seront le terreau parfait pour voir germer des cités-États d'un nouveau genre. À quoi ressemblerait un monde constitué principalement de réseaux de villes indépendantes ? Serait-ce un monde plus harmonieux et pacifique, sans les tensions liées aux États-nations ? Ou serait-ce un désordre chaotique et xénophobe sans direction claire ? Il est également tout à fait possible que les villes gagnent plus de pouvoir tout en étant dans un monde avec de fortes instances internationales. C'est finalement le scénario qui me semble le plus probable, plutôt que l'un ou l'autre. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.